Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une source assez singulière. Une liste spéculative de personnalités. Mais au-delà de la simple énumération, c'est une occasion de se questionner sur notre mémoire collective, sur les figures qui ont vraiment compté dans notre paysage culturel. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Alors, soyons clairs tout de suite, le but ici, ce n'est pas du tout de jouer les devins. Non, l'idée c'est de prendre cette liste comme une sorte de miroir. Qu'est-ce qu'elle nous dit au fond de la culture française? Des souvenirs qu'on partage, parfois sans même s'en rendre compte. C'est ce qu'on va essayer de décortiquer. Pour y voir plus clair, on va procéder par étapes. On va commencer par les légendes du cinéma qui, vous allez voir, prennent une place énorme dans cette liste. Ensuite, on parlera des voix et des visages qui nous sont familiers, ceux de la télé. Puis des plumes, des chroniqueurs, on finira par des parcours un peu plus variés avant de faire le bilan de tout ça. Allez, on attaque avec la catégorie la plus représentée et de loin, le cinéma. Rien que ça en dit déjà long sur ce qui façonne notre mémoire collective. Les noms qui vont suivre, ils nous font traverser des décennies de films, de créations, d'interprétations. Ici, on a deux parcours vraiment fascinants et qui se complètent bien. D'un côté, Bertrand Blier, le réalisateur un peu provoque, celui qui a secoué le cinéma français avec des films devenus cultes. Et de l'autre, Geneviève Page, une actrice qui a eu une carrière internationale, qui a brillé chez Buñuel dans Belle de jour, mais aussi à Hollywood. Deux facettes, un même art. Certains oiseaux ne sont pas faits pour être en cage. Leurs plumes sont trop belles. Cette phrase, elle évoque forcément quelque chose. On entend presque une voix là, juste en la lisant. Une voix grave, chaleureuse, qui a tellement marqué le cinéma. Mais alors, qui se cache derrière la version française de cette réplique culte ? Et oui, c'est Benoît Allemane. Le fait qu'il soit dans cette liste, c'est très révélateur. Ça nous montre qu'un héritage culturel, ce n'est pas seulement un visage. Une voix, c'est un marqueur de mémoire incroyablement puissant. Et celle de Benoît Allemane, pour tout le public francophone, elle est devenue inséparable de Morgan Freeman. On change complètement de registre, là, avec la comédie populaire, celle qui a fait rire des millions de Français. Ce chiffre, 7 millions de spectateurs rien que pour ce film. Ça vous donne une idée du phénomène qui était Les Charlots. Et la source cite l'un de ses membres, Jean Sarus, musicien, acteur, un des piliers de ce groupe comique qui a vraiment marqué les années 70. Cette source met aussi en avant des carrières d'actrices très différentes. On a des trajectoires vraiment singulières. Naïka Rigui, qui a choisi de quitter le cinéma pour se consacrer à l'art. Manuel Agouraillé, ce visage si familier des seconds rôles, ces rôles tellement essentiels à la richesse d'un film. Et puis Maïk Dara, aussi à l'aise au théâtre que dans le doublage. 3 chemins, 3 manières d'enrichir notre patrimoine. Et pour finir ce grand chapitre sur le cinéma, la source balaye d'autres pans importants. Le documentaire qui marque au fer rouge avec Marcel Ophuls et son œuvre capitale, Le chagrin et la pitié. Le cinéma d'auteur, avec Pascal Aubier, un proche de la Nouvelle Vague. Et puis, la force de l'interprétation pure, avec l'immense Bernard Fresson, un de ces acteurs dont la seule présence pouvait changer un film. Bon, après le grand écran, on passe au petit. La télévision, elle aussi, a créé ses propres icônes. Ces personnalités qui, en entrant chaque jour chez des millions de gens, ont fini par tisser un lien vraiment à part avec le public. Et Catherine Laborde, c'est l'exemple parfait de ça. Pendant presque 30 ans, elle a été bien plus qu'une présentatrice météo. C'était un visage familier, presque quelqu'un de la famille. La source rappelle son parcours, bien sûr, mais aussi son combat très courageux contre la maladie, et surtout, ses adieux à l'antenne. Des adieux poignants qui ont ému tout le pays. Elle incarne vraiment une époque de la télé. Autre grande figure du service public, Daniel Bilalien. Lui, il représente 2 facettes majeures du journalisme à la télé. D'abord, bien sûr, le présentateur du JT, le visage de l'info du soir. Et puis un rôle plus dans l'ombre, celui de directeur des sports, celui qui orchestre la couverture des plus grands événements. Un parcours vraiment au cœur de la machine France Télévisions. Après l'image, place aux mots, on va maintenant s'intéresser à ceux qui, avec leurs écrits, leurs chroniques, ont su raconter le monde et captiver un très large public, que ce soit par la fiction ou en partageant leur passion. Ce chiffre, il donne le vertige quand même. Plus de 40 millions de livres vendus. Il faut se souvenir que Paul Lobsulitzer a été un véritable phénomène d'édition. Il a carrément inventé un genre, le western financier, avec des romans comme Money ou Cash. Un succès mondial qui a profondément marqué les années 80 et 90. Là, on a affaire à ce que l'on pourrait appeler des passeurs de passion. D'un côté, Jean-Luc Petit-Renaud, qui a su parler de gastronomie avec une gourmandise hyper communicative, en allant voir les artisans, en célébrant les terroirs. Et de l'autre, Jacques Augandre, la mémoire vivante du cyclisme. Plus de 50 Tours de France couverts. Imaginez, tous les deux incarnent ce journalisme de la passion. Quelque chose de très ancré dans la culture française. Allez, on aborde la dernière catégorie de personnalité qui est un peu plus un mélange des genres. Ça nous montre bien que l'empreinte culturelle, elle se niche vraiment partout. Dans la chanson populaire, le sport de haut niveau, la danse. Et le panorama est large. Ça va de la chanson populaire, avec des refrains que tout le monde a fredonnés, comme Pour le plaisir d'Herbert Léonard,
au renouveau de la musique folk avec Gabriel Yacoub et son groupe mythique Malicorne. Ça touche aussi à l'excellence de la danse classique avec le parcours du danseur étoile Jean-Pierre Bonnefous. Et enfin, ça nous rappelle de manière plus tragique que l'héritage, ça peut aussi être celui d'une promesse brisée avec la mention de la jeune skieuse Margot Simon. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, au-delà de la simple liste de noms, ce qu'on voit se dessiner, c'est en fait le portrait d'un paysage culturel très précis, celui de la France de la deuxième moitié du XXe siècle, vu à travers le prisme des grands médias. Et voici donc la liste complète. Maintenant qu'on a mis un visage, un parcours, une voix derrière chaque nom, cette vue d'ensemble, elle prend tout son sens. De Catherine Laborde à Bertrand Blier, de Jean-Luc Petit-Renaud à Margot Simon, c'est une véritable mosaïque de la mémoire culturelle française qui se dessine sous nos yeux. Et ce graphique, il le montre de façon très claire. L'analyse est sans appel. Le cinéma et le théâtre, à eux seuls, représentent la moitié des personnalités de la liste. 50%, c'est colossal. Et ça confirme la place absolument centrale du 7e art dans la fabrique de notre mémoire collective, du moins telle que cette source nous la présente. Le reste se partage entre les médias, la musique, la littérature. Finalement, cette petite analyse nous amène à une question bien plus vaste. À notre époque, celle de l'info en continu, de la mémoire parfois si volatile, des listes comme celle-ci, qu'on soit d'accord avec ou pas, elles participent à construire une sorte de panthéon médiatique. Elles font des choix, elles classent. La vraie question, c'est donc comment ces héritages sont-ils fabriqués aujourd'hui à l'ère du numérique et comment est-ce qu'on s'en souviendra demain? C'est une réflexion qui nous dépasse un peu tous. Merci de l'avoir suivi.